Bonjour, bonjour. Je crois qu'il n'y a personne. Coucou, coucou, coucou. On va poursuivre la lecture du livre Le Château des Carpates, roman de Jules Verne. Ça arrive tout doucement. Ça repart, il n'y a qu'une personne. Ok, il n'y a qu'une personne, c'est pas grave. Je vais faire un rapide résumé de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Donc, le château supposé hanté que les villageois sont allés visiter. Ils ont trouvé dans le château une femme qu'on croyait morte et qui est en fait enfermée, prisonnière dans le château. Et là, son ancien amoureux part à sa recherche pour la sauver, la libérer, mais il se fait à son tour emprisonner par le méchant. Alors, on va continuer, on en est au chapitre 16. Allez, c'est parti, chapitre 16. Le désastre était imminent. Franz ne pouvait le prévenir qu'en mettant le baron de Gortz hors d'état d'exécuter son projet. Le projet de faire exploser le château. Il était alors 11 heures du soir. Ne craignant plus d'être découvert, Franz reprit son travail. Les briques de la paroi se détachaient assez facilement, mais son épaisseur était telle qu'une demi-heure s'écoula avant que l'ouverture fût assez large pour lui livrer passage. Dès que Franz eut mis pied à l'intérieur de cette chapelle ouverte à tous les vents, il se sentit ranimé par l'air du dehors. À travers les déchirures de la nef et l'embrasure des fenêtres, le ciel laissait voir de légers nuages, chassés par la brise. Ça et là apparaissaient quelques étoiles que faisait pâlir l'éclat de la lune montant sur l'horizon. Il s'agissait de trouver la porte qui s'ouvrait au fond de la chapelle et par laquelle le baron de Gortz et Orphanik étaient sortis. C'est pourquoi, ayant traversé la nef obliquement, Franz s'avança-t-il vers le chevet. En cette partie très obscure où ne pénétraient pas les rayons lunaires, son pied se heurtait à des débris de tombes et aux fragments détachés de la voûte. Enfin, à l'extrémité du chevet, derrière le retable de l'autel, près d'une sombre encoignure, Franz sentit une porte vermoulue céder sous sa poussée. Cette porte s'ouvrait sur une galerie qui devait traverser l'enceinte. C'était par là que le baron de Gortz et Orphanik étaient entrés dans la chapelle, et c'était par là qu'ils venaient d'en sortir. Dès que Franz fut dans la galerie, il se trouva de nouveau au milieu d'une complète obscurité. Après nombre de détours, sans avoir eu ni à monter ni à descendre, il était certain de s'être maintenu au niveau des cours intérieures. Une demi-heure plus tard, l'obscurité parut être moins profonde. Une demi-clarté se glissait à travers quelques ouvertures latérales de la galerie. Franz put marcher plus rapidement, et il déboucha dans une large casemate, ménagée sous ce terre-plein du bastion, qui flanquait l'angle gauche de la courtine. Le vocabulaire du château. Cette casemate était percée d'étroites meurtrières, par lesquelles pénétraient les rayons de la lune. À l'opposé, il y avait une porte ouverte. Le premier soin de Franz fut de se placer devant une des meurtrières, afin de respirer cette fraîche brise de la nuit durant quelques secondes. Mais au moment où il allait se retirer, il crut apercevoir 2 ou 3 ombres qui se mouvaient à l'extrémité inférieure du plateau d'orgal, éclairé jusqu'au sombre massif de la sapinière. Franz regarda. Quelques hommes allaient et venaient sur ce plateau, un peu en avant des arbres, sans doute les agents de Carlsberg ramenés par Rotzko. S'était-il donc décidé à opérer de nuit, dans l'espoir de surprendre les hôtes du château, ou attendait-il en cet endroit les premières lueurs de l'aube? Quel effort Franz dut faire sur lui-même pour retenir le cri prêt à lui échapper, pour ne pas appeler Rotzko, qui aurait bien su entendre et reconnaître sa voix. Mais ce cri pouvait arriver jusqu'au donjon, et avant que les agents eussent escaladé l'enceinte, Rodolphe de Gortz aurait le temps de mettre son appareil en activité et de s'enfuir par le tunnel.
Franz parvint à se maîtriser et s'éloigna de la meurtrière. Puis, la casemate traversée, il franchit la porte et continua de suivre la galerie. 500 pas plus loin, il arriva au seuil d'un escalier qui se déroulait dans l'épaisseur du mur. Était-il enfin au donjon qui se dressait au milieu de la place d'armes? Il avait lieu de le croire. Cependant, cet escalier ne devait pas être l'escalier principal qui accédait aux divers étages. Il ne se composait que d'une suite d'échelons circulaires, disposés comme les filets d'une vis à l'intérieur d'une cage étroite et obscure. Franz monta sans bruit, écoutant mais n'entendant rien, et au bout d'une vingtaine de marches, il s'arrêta sur un palier. Là, une porte s'ouvrait, attenant à la terrasse, dont le donjon était entouré à son premier étage. Merci Frank Castle. Tiens, c'est marrant. Castle comme le château des Carpates. Et Frank, ça ressemble au héros Franz, avec un Z. Merci à toi. Franz se glissa le long de cette terrasse, et en prenant le soin de s'abriter derrière le parapet, il regarda dans la direction du plateau d'Orgal. Plusieurs hommes apparaissaient encore au bord de la sapinière, et rien n'indiquait qu'ils voulussent se rapprocher du Burg. Bisous à toi, Siwareslati. C'est gentil, à vous d'être là. Vous n'êtes pas nombreux. C'est pas grave. Décidé à rejoindre le baron de Gortz avant qu'il se fût enfui par le tunnel du col, Franz contourna l'étage et arriva devant une autre porte, où la vis de l'escalier reprenait sa révolution ascendante. Il mit le pied sur la première marche, appuya ses deux mains aux parois et commença à monter. Toujours même silence. L'appartement du premier étage n'était point habité. Franz se hâta d'atteindre les paliers qui donnent accès aux étages supérieurs. C'est la qualité qui compte exactement. Lorsqu'il eut atteint le troisième palier, son pied ne rencontra plus de marche. Là se terminait l'escalier qui desservait l'appartement le plus élevé du donjon, celui que couronnait la plateforme crénelée, où flottait autrefois l'étendard des barons de Gortz. La paroi à gauche du palier était percée d'une porte fermée en ce moment. À travers le trou de la serrure, dont la clé était en dehors, filtrait un vif rayon de lumière. Franz écouta et ne perçut aucun bruit à l'intérieur de l'appartement. En appliquant son œil à la serrure, il ne distingua que la partie gauche d'une chambre qui était très éclairée, la partie droite étant plongée dans l'ombre. Après avoir tourné la clé doucement, Franz poussa la porte qui s'ouvrit. Une salle spacieuse occupait tout cet étage supérieur du donjon. Sur ces murs circulaires s'appuyait une voûte à caissons, dont les nervures, en se rejoignant au centre, se fondaient en un lourd pendentif. Des tentures épaisses d'anciennes tapisseries à personnages recouvraient ces parois. Quelques vieux meubles, bahuts, dressoirs, fauteuils, escabeaux, la meublaient assez artistement. Aux fenêtres pendaient d'épais rideaux qui ne laissaient rien passer au dehors de la clarté intérieure. Sur le plancher se développait un tapis de haute laine sur lequel s'amortissaient les pas. L'arrangement de la salle était au moins bizarre, et en y pénétrant, Franz fut surtout frappé du contraste qu'elle offrait, suivant qu'elle était baignée d'ombre ou de lumière. À droite de la porte, le fond disparaissait au milieu d'une profonde obscurité. À gauche, au contraire, une estrade dont la surface était drapée d'étoffes noires recevait une puissante lumière due à quelque appareil de concentration placé en avant, mais de manière à ne pouvoir être aperçu. À une dizaine de pieds de cette estrade, dont il était séparé par un écran à hauteur d'appui, se trouvait un antique fauteuil à long dossier que l'écran entourait d'une sorte de pénombre. Près du fauteuil, une petite table, recouverte d'un tapis, supportait une boîte rectangulaire. Cette boîte, longue de 12 à 15 pouces, large de 5 à 6, dont le couvercle incrusté de pierreries était relevé, contenait un cylindre métallique. Dès son entrée dans la salle, Franz s'aperçut que le fauteuil était occupé. Là, en effet, il y avait une personne qui gardait une complète immobilité, la tête renversée contre le dos du fauteuil, les paupières closes, le bras droit étendu sur la table, la main appuyée sur la partie antérieure de la boîte. C'était Rodolphe de Gortz. Était-ce donc pour s'abandonner au sommeil que le baron avait voulu passer cette dernière nuit à l'extrême étage du vieux donjon? Non, cela ne pouvait être.
d'après ce que Franz lui avait entendu dire à Orphanik. Le baron de Gorz était seul dans cette chambre, d'ailleurs, et conformément aux ordres qu'il avait reçus, il n'était pas douteux que son compagnon ne se fût déjà enfui par le tunnel. Et la Stilla? Rodolphe de Gorz n'avait-il pas dit aussi qu'il voulait l'entendre une dernière fois dans ce château des Carpates, avant qu'il n'eût été détruit par l'explosion? Et pour quelle autre raison aurait-il regagné cette salle, où elle allait venir chaque soir l'enivrer de son chant? Où était donc la Stilla? Donc là, on comprend un peu mieux que dans le château, il avait installé une scène de spectacle pour que la cantatrice, la Stilla, chante rien que pour lui. Franz ne la voyait ni ne l'entendait. Après tout, qu'importait? Maintenant que Rodolphe de Gorz était à la merci du jeune comte, Franz saurait bien le contraindre à parler. Mais étant donné l'état de surexcitation où il se trouvait, n'allait-il pas se jeter sur cet homme qu'il haïssait, comme il en était haï, qui lui avait enlevé la Stilla vivante et folle par lui, et le frapper? Franz vint se poster derrière le fauteuil. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour saisir le baron de Gorz, et le sang aux yeux, la tête perdue, il levait la main. Soudain, la Stilla apparut. Franz laissa tomber son couteau sur le tapis. La Stilla était debout sur l'estrade, en pleine lumière, sa chevelure dénouée, ses bras tendus, admirablement belle dans son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, telle qu'elle s'était montrée sur le bastion du Burg. Ses yeux, fixés sur le jeune comte, le pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Il était impossible que Franz ne fût pas vu d'elle, et pourtant la Stilla ne faisait pas un geste pour l'appeler. Elle n'en trouvait pas les lèvres pour lui parler. Et hélas, elle était folle. On se demande si c'est pas une illusion plutôt qu'une femme vivante. Franz allait s'élancer sur l'estrade pour la saisir entre ses bras, pour l'entraîner au dehors. La Stilla venait de commencer à chanter. Sans quitter son fauteuil, le baron de Gorz s'était penché vers elle. Au paroxysme de l'extase, le dilettante respirait cette voix comme un parfum. Il la buvait comme une liqueur divine, tel il était autrefois aux représentations des théâtres d'Italie, tel il était alors au milieu de cette salle dans une solitude infinie, au sommet de ce donjon qui dominait la campagne transylvaine. Fort probablement une illusion, ouais, c'est ce que je pense aussi. Oui, la Stilla chantait. Elle chantait pour lui, rien que pour lui. C'était comme un souffle s'exhalant de ses lèvres, qui semblaient être immobiles. Mais si la raison l'avait abandonné, du moins son âme d'artiste lui était-elle restée tout entière. Franz, lui aussi, s'enivrait du charme de cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis 5 longues années. Il s'absorbait dans l'ardente contemplation de cette femme qu'il croyait ne jamais revoir, et qui était là, vivante, comme si quelque miracle l'eût ressuscité à ses yeux. Et ce chant de la Stilla, n'était-ce pas entre tous celui qui devait faire vibrer plus vivement au cœur de Franz les cordes du souvenir? Oui, il avait reconnu le final de la tragique scène d'Orlando. Ce final où l'âme de la cantatrice s'était brisée sur cette dernière phrase. Innamorata mio cuore tremante, voglio morire. De l'italien. Voglio morire. Est-ce que ça voudrait pas dire je veux mourir? Je vais vérifier. Voglio morire. Traduction en français. Ouais. Je veux mourir. C'est bien ça. Moi, je pense que sa voix qu'on entend, c'est un enregistrement. Franz la suivait note par note, cette phrase ineffable, et il se disait qu'elle ne serait pas interrompue comme elle l'avait été sur le théâtre de San Carlo. Non, elle ne mourrait pas entre les lèvres de la Stilla, comme elle était morte à sa représentation d'adieu. Une triste histoire. Attendons, ce n'est pas fini. Franz ne respirait plus. Toute sa vie était attachée à ce chant. Encore quelques mesures,
et ce chant s'achèverait dans toute son incomparable pureté. Mais voici que la voix commence à faiblir. On dirait que la Stilla hésite en répétant ces mots d'une douleur poignante. Voglio morire. Je veux mourir. La Stilla va-t-elle tomber sur cette estrade comme elle est autrefois tombée sur la scène? Elle ne tombe pas, mais le chant s'arrête à la même mesure, à la même note qu'au théâtre San Carlo. Donc c'est certainement un enregistrement de son dernier spectacle. Elle pousse un cri, et c'est le même cri que Franz avait entendu ce soir-là. Et pourtant, la Stilla est toujours là, debout, immobile, avec son regard adoré. Ce regard qui jette au jeune comte toutes les tendresses de son âme. Franz s'élance vers elle. Il veut l'emporter hors de cette salle, hors de ce château. À ce moment, il se rencontre face à face avec le baron qui venait de se relever. Franz de Télek, s'écrie Rodolphe de Gordes. Franz de Télek qui a pu s'échapper? Mais Franz ne lui répond même pas, et se précipitant vers l'estrade. Stilla, ma chère Stilla, répète-t-il, toi que je retrouve ici, vivante. Vivante, la Stilla vivante, s'écrie le baron de Gordes. Et cette phrase ironique s'achève dans un éclat de rire où l'on sent tout l'emportement de la rage. Vivante, reprend Rodolphe de Gordes, et bien que Franz de Télek essaie donc de me l'enlever. Franz a tendu les bras vers la Stilla, dont les yeux sont ardemment fixés sur lui. À ce moment, Rodolphe de Gordes se baisse, ramasse le couteau qui s'est échappé de la main de Franz et le dirige vers la Stilla immobile. Franz se précipite sur lui afin de détourner le coup qui menace la malheureuse folle. Il est trop tard. Le couteau la frappe au cœur. Soudain, le bruit d'une glace qui se brise se fait entendre, et avec les 1000 éclats de verre dispersés à travers la salle, disparaît la Stilla. Donc c'était bien une illusion avec un jeu de miroir. Je vous laisse hélas faire mon sport. Eh bien, bon sport à toi. Merci d'être passé, Franck. Franck Château. Franz est demeuré inerte. Il ne comprend plus. Est-ce qu'il est devenu fou, lui aussi? Et alors Rodolphe de Gordes de s'écrier. La Stilla échappe encore à Franz de Télek, mais sa voix me reste. Sa voix est à moi seul, et ne sera jamais à personne. Au moment où Franz va se jeter sur le baron de Gordes, ses forces l'abandonnent, et il tombe sans connaissance au pied de l'estrade. Rodolphe de Gordes ne prend même pas garde au jeune comte, il saisit la boîte déposée sur la table et se précipite hors de la salle, il descend au premier étage du donjon, puis arrivé sur la terrasse, il la contourne, il allait gagner l'autre porte lorsqu'une détonation retentit. Rotzko, posté au rebord de la contrescarpe, venait de tirer sur le baron de Gordes. Le baron ne fut pas atteint, mais la balle de Rotzko fracassa la boîte qu'il serrait entre ses bras. Il poussa un cri terrible. Sa voix, répétait-il. Son âme, l'âme de la Stilla. Elle est brisée, brisée, brisée. Donc c'est la boîte qui contenait l'enregistrement de la voix de la Stilla. Et alors, les cheveux hérissés, les mains crispées, on le vit courir le long de la terrasse, criant toujours. Sa voix, ils m'ont brisé sa voix, qu'il soit maudit. Puis il disparut à travers la porte, au moment où Rotzko et Nick Deck cherchaient à escalader l'enceinte du burg, sans attendre l'escouade des agents de police. Presque aussitôt, une formidable explosion fit trembler tout le massif du Plessa. Des gerbes de flammes s'élevèrent jusqu'aux nuages, et une avalanche de pierres retomba sur la route de Vulcan. Des bastions de la Courtine, du donjon de la chapelle du château des Carpates, il ne restait plus qu'une masse de ruines fumantes à la surface du plateau d'Orgal. Le château est détruit. Le baron l'a fait exploser. Fin du chapitre. Chapitre 17. Combien il y a de chapitres dans ce livre? Ah, il n'en reste plus beaucoup. Il n'en reste plus que deux. Eh ben, on va finir le livre ce soir. Et en plus, ils sont pas longs.
Alors, chapitre 17. Un petit chapitre. On ne l'a point oublié, en se reportant à la conversation du baron et de Orphanik, l'explosion ne devait détruire le château qu'après le départ de Rodolphe de Gortz. Or, au moment où cette explosion s'était produite, il était impossible que le baron eût le temps de s'enfuir par le tunnel sur la route du col. Dans l'emportement de la douleur, dans la folie du désespoir, n'ayant plus conscience de ce qu'il faisait, Rodolphe de Gortz avait-il provoqué une catastrophe immédiate dont il devait avoir été la première victime. Après les incompréhensibles paroles qui lui étaient échappées, au moment où la balle de Roscoe venait de briser la boîte qui l'emportait, avait-il voulu s'ensevelir sous les ruines du Burg? En tout cas, il fut très heureux que les agents, surpris par le coup de fusil de Roscoe, se trouvassent encore à une certaine distance lorsque l'explosion ébranla le massif. C'est à peine si quelques-uns furent atteints par les débris qui tombèrent au pied du château d'Orgal. Seuls Roscoe et le forestier étaient alors au bas de la courtine, et en vérité, ce fut miracle qu'ils n'eussent pas été écrasés sous cette pluie de pierres. Salut Union. L'explosion avait donc produit son effet. Lorsque Roscoe, Nick Deck et les agents parvinrent sans trop de peine à franchir l'enceinte, en remontant le fossé, qui avait été à demi comblé par le renversement des murailles. 50 pas au-delà de la courtine, un corps fut relevé au milieu des décombres, à la base du donjon. C'était celui de Rodolphe de Gortz. Quelques anciens du pays, entre autres maître Koltz, le reconnurent sans hésitation. Quant à Rotzko et à Nick Deck, ils ne songeaient qu'à retrouver le jeune comte. Puisque Franz n'avait pas reparu dans les délais convenus entre son soldat et lui, c'est qu'il n'avait pu s'échapper du château. Mais Rotzko n'osait espérer qu'il eût survécu. Il ne fut pas une victime de la catastrophe. Aussi pleurait-il à grosses larmes, et Nick Deck ne savait comment le calmer. Cependant, après une demi-heure de recherche, le jeune comte fut retrouvé au premier étage du donjon, sous un arc-boutement de la muraille qui l'avait empêché d'être écrasé. Mon maître, mon pauvre maître, monsieur le comte, ce furent les premières paroles que prononcèrent Rotzko et Nick Deck lorsqu'ils se penchèrent sur Franz. Ils devaient le croire mort, il n'était qu'évanoui. Franz rouvrit les yeux, mais son regard sans fixité ne semblait ni reconnaître Rotzko, ni l'entendre. Nick Deck, qui avait soulevé le jeune comte dans ses bras, lui parla encore. Il ne fit aucune réponse. Ces derniers mots du chant de la Stilla s'échappaient seuls de sa bouche. Innamorata voglio morire. Je veux mourir. Franz de Télek était fou. Ok, il a survécu, mais il est devenu fou. Et nous arrivons au dernier chapitre. 7 minutes. 7 minutes de lecture, me dit la tablette. Et après, ce sera terminé de ce roman. Personne, sans doute, puisque le jeune comte avait perdu la raison, n'aurait jamais eu l'explication des derniers phénomènes dont le château des Carpates avait été le théâtre. Ce sont les révélations qui furent faites dans les circonstances que voici. On va tout savoir. Pendant 4 jours, Orphanik avait attendu, comme c'était convenu, que le baron de Gortz vînt le rejoindre à la bourgade de Bistritz. En ne le voyant pas reparaître, il s'était demandé s'il n'avait pas été victime de l'explosion. Poussé alors par la curiosité autant que par l'inquiétude, il avait quitté la bourgade, il avait repris la route de Werst, il était revenu rôder aux environs du Burg. Mal lui en prit, car les agents de la police ne tardèrent pas à s'emparer de sa personne sur les indications de Rotzko, qui le connaissait et de longue date. Une fois dans la capitale du comitat, en présence des magistrats devant lesquels il fut conduit, Orphanik ne fit aucune difficulté de répondre aux questions qui lui furent posées au cours de l'enquête ordonnée sur cette catastrophe. Nous avouerons même que la triste fin du baron Rodolphe de Gortz ne parut pas émouvoir autrement ce savant égoïste et maniaque qui n'avait à cœur que ses inventions. En premier lieu, sur les demandes pressantes de Rotzko, Orphanik affirma que la Stilla était morte, et ce sont les expressions mêmes dont il se servit, qu'elle était enterrée et bien enterrée depuis 5 ans dans le cimetière du Campo Santo Nuovo à Naples.
Cette affirmation ne fut pas le moindre des étonnements que devait provoquer cette étrange aventure. En effet, si la Stilla était morte, comment se faisait-il que Franz eût pu entendre sa voix dans la grande salle de l'auberge, puis la voir apparaître sur le terre-plein du bastion, puis s'enivrer de son chant, lorsqu'il était enfermé dans la crypte? Enfin, comment l'avait-il retrouvée vivante dans la chambre du donjon? Je suis légèrement déçu de la fin parce que là, l'auteur Jules Verne va tout nous expliquer, mais en fait, on a déjà tout compris. Que c'était une illusion avec des miroirs et que ce n'était pas la vraie femme. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Merci, Soy Kabila. Bonsoir. Euh, En effet, si la Stilla était morte, comment se faisait-il que Franz eût pu entendre sa voix dans la grande salle de l'auberge, puis la voir apparaître sur le terre-plein du bastion, puis s'enivrer de son chant lorsqu'il était enfermé dans la crypte? Enfin, comment l'avait-il retrouvée vivante dans la chambre du donjon? Voici l'explication de ces divers phénomènes qui semblaient devoir être inexplicables. On se souvient de quel désespoir avait été saisi le baron de Gordes lorsque le bruit s'était répandu que la Stilla avait pris la résolution de quitter le théâtre pour devenir comtesse de Télek. L'admirable talent de l'artiste, c'est-à-dire toutes ses satisfactions de dilettante, allait lui manquer. Professeur de français. Ce fut alors que Orphanich lui proposa de recueillir, au moyen d'appareils phonographiques, les principaux morceaux de son répertoire que la cantatrice se proposait de chanter à ses représentations d'adieu. Ces appareils étaient merveilleusement perfectionnés à cette époque, et Orphanich les avait rendus si parfaits que la voix humaine n'y subissait aucune altération, ni dans son charme, ni dans sa pureté. Donc il avait bien enregistré la voix de la Stilla, juste avant qu'elle meure. Le baron de Gordes accepta l'offre du physicien. Des phonographes furent installés successivement et secrètement au fond de la loge grillée pendant le dernier mois de la saison. C'est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques cavatines, romances d'opéra ou de concert, entre autres, la mélodie de Stefano et cet air final d'Orlando, qui fut interrompu par la mort de la Stilla. Voici en quelles conditions le baron de Gordes était venu s'enfermer au château des Carpates. Et là, chaque soir, il pouvait entendre les chants qui avaient été recueillis par ces admirables appareils. Et non seulement il entendait la Stilla, comme s'il eût été dans sa loge, mais ce qui peut paraître absolument incompréhensible, il la voyait, comme si elle lui était vivante devant ses yeux. C'était un simple artifice d'optique. On avait compris. On n'a pas oublié que le baron de Gordes avait acquis un magnifique portrait de la cantatrice. Ce portrait la représentait en pied avec son costume blanc de l'Angelica d'Orlando et sa magnifique chevelure dénouée. Or, au moyen de glaces inclinées suivant un certain angle calculé par Orphanich, lorsqu'un foyer puissant éclairait ce portrait placé devant un miroir, la Stilla apparaissait par réflexion aussi réelle que lorsqu'elle était pleine de vie, et dans toute la splendeur de sa beauté. C'est grâce à cet appareil, transporté pendant la nuit sur le terre-plein du bastion, que Rodolphe de Gordes l'avait fait apparaître lorsqu'il avait voulu attirer Franz de Télek. C'est grâce à ce même appareil que le jeune comte avait revu la Stilla dans la salle du donjon, tandis que son fanatique admirateur s'enivrait de sa voix et de ses chants. Tels sont, très sommaires, les renseignements que donna Orphanich d'une manière plus détaillée au cours de son interrogatoire. Et il faut le dire, c'est avec une fierté sans égale qu'il se déclara l'auteur de ces inventions géniales, qu'il avait portées au plus haut degré de perfection. Cependant, si Orphanich avait matériellement expliqué ces divers phénomènes, ou plutôt ces trucs, pour employer le mot consacré, ce qui ne s'expliquait pas, c'était pourquoi le baron de Gordes, avant l'explosion, n'avait pas eu le temps de s'enfuir par le tunnel du col de Vulcan. Mais lorsque Orphanich eut appris qu'une balle avait brisé l'objet que Rodolphe de Gordes emportait entre ses bras, il comprit. Cet objet, c'était l'appareil phonographique qui renfermait le dernier chant de la Stilla. C'était celui que Rodolphe de Gordes avait voulu entendre une fois encore dans la salle du donjon, avant son effondrement. Or, cet appareil détruit, c'était la vie du baron de Gordes détruite aussi. Et, fou de désespoir, il avait voulu s'ensevelir sous les ruines du burg.
Le baron Rodolphe de Gortz a été inhumé dans le cimetière de Werst avec les honneurs dus à l'ancienne famille qui finissait en sa personne. Quant au jeune comte de Télek, Rothschild l'a fait transporter au château de Krajowa, où il se consacre tout entier à soigner son maître. Orphanik lui a volontiers cédé les phonographes où sont recueillis les autres chants de la Stilla. Lorsque Franz entend la voix de sa grande artiste, il y prête une certaine attention. Il reprend sa lucidité d'autrefois. Il semble que son âme cessait à revivre dans les souvenirs de cet inoubliable passé. De fait, quelques mois plus tard, le jeune comte avait recouvré la raison, et c'est par lui qu'on a connu les détails de cette dernière nuit au château des Carpates. Disons maintenant que le mariage de la charmante Miriota et de Nick fut célébré dans la huitaine qui suivit la catastrophe. Après que les fiancés eurent reçu la bénédiction du pope au village de Vulcan, ils revinrent à Werst, où maître Kolz leur avait réservé la plus belle chambre de sa maison. Mais de ce que ces divers phénomènes ont été mis au jour d'une façon naturelle, il ne faudrait pas s'imaginer que la jeune femme ne croit plus aux fantastiques apparitions du Burg. Nick a beau la raisonner, Jonas aussi, car il tient à ramener la clientèle au roi Mathias, elle n'est point convaincue, pas plus d'ailleurs que ne le sont maître Kolz, le berger Frick, le magister Hermod et les autres habitants de Werth. On comptera bien des années, vraisemblablement, avant que ces braves gens aient renoncé à leurs superstitieuses croyances. Toutefois, le docteur Patak, qui a repris ses fanfaronnades habituelles, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre. Eh bien, ne l'avais-je pas dit? Des génies dans le Burg. Est-ce qu'il existe des génies? Mais personne ne l'écoute, et on le prie même de se taire lorsque ses railleries dépassent la mesure. Du reste, le magister Hermod n'a pas cessé de baser ses leçons sur l'étude des légendes transylvaines. Longtemps encore, la génération du village de Werst croira que les esprits de l'autre monde hantent les ruines du château des Carpates. Fin du château des Carpates. Et voilà, nous finissons la lecture. Le roman est terminé. Et le live va se terminer également. Le prochain livre que je ferai en live, je pense que ce sera le livre suivant de Jules Verne, Claudius Bombarnac. Je ne connais pas du tout ce roman de Jules Verne. J'en ai déjà lu un paquet de Jules Verne. Il me reste, en gros, il me reste les moins connus. Et que je lirai en live. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Merci aux quelques personnes qui sont encore présentes. Tiens, il y a Diane qui est là. Coucou Diane. Je t'avais pas vu arriver. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne nuit. À bientôt. Brossez-vous les dents. Bisous, bisous. Coucou Diane. Hop, fin.